C'est l'heure des partis pris. Nous rejoignent Ruth Elkrieff pour la politique, Amnous Chalmani pour l'international et Pascal Perry pour l'économie. Merci encore et au revoir. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez vu la neige à travers vos fenêtres. Vous vous êtes peut-être dit que c'était joli. Vous vous êtes peut-être dit « Oh, douce neige ». Écoutez. Et voilà. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds. Et c'est cela que ça m'a rappelé, c'est la nostalgie, vous voyez, la neige. J'aurais pu aussi écouter Adamo, Tombe la neige. On aurait pu, se rappeler toutes les poésies, la joie des enfants, l'émerveillement. Vive la neige. Regardez, ça, c'est des images de Marseille en janvier 2009 sur le Vieux-Port, où on adapte un peu les sports nautiques à la poudreuse. Voilà, c'est des moments de joie. On va voir aussi des images retrouvées par Perrine Combeau et Charlotte Sauvager qui me laissent un peu plus circonspecte, vous voyez. C'est en 56 à Paris, je sais pas où, dans le bois de Boulogne ou quoi. Voilà, ça fait un peu, ça réveille, vous voyez, la joie enfantine, ça rappelle un peu les moments de l'enfance. Ces derniers jours, c'est vrai que ça s'est passé comme ça à Paris. Regardez, à Montmartre, comme chaque fois qu'il y a de la neige, tout le monde avait du ski, avec des chutes à l'arrivée, parce qu'on est quand même des amateurs à Paris malgré tout. Et puis, ça fait, voilà, c'est vers le Sacré-Cœur. Et puis, il y a eu aussi, vous allez voir, une petite bataille de boules de neige à La Rochelle, entre policiers et passants. Je sais pas trop ce qu'il faut en penser, je préfère que ça en reste aux boules de neige, vous voyez. Tant mieux si on en reste aux boules de neige. Un moyen de faire du lien, mais je sens qu'il y a un mais. C'est vrai que on peut trouver ça très très joli, mais c'est vrai qu'on est un peu ronchon aussi dans les grandes villes et notamment à Paris, parce que moi je suis un peu étonnée ce matin, j'étais un peu étonnée de trouver des routes qui n'étaient pas salées, alors que les prévisions étaient très précises, que les trottoirs étaient quand même un peu dangereux pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour des gens qui sont pas équipés. Et c'est vrai que comme la campagne municipale a commencé, la polémique s'est invitée. Le candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel, tout comme l'équipe de Rachida Dati, a commencé à reprocher au candidat socialiste Emmanuel Grégoire d'avoir un peu encouragé les Parisiens à faire du vélo malgré la neige. C'est une bêtise, ont-ils dit. Confirmé par Mathias Vargon, le docteur urgentiste, qui a dit que quand même les services de traumatologie et d'urgence étaient bien chargés et que les pompiers ont dû intervenir près de 500 fois depuis lundi. La politique n'est jamais loin. Non, mais c'est ça, c'est aussi ça la vie dans les villes et la vie sociale. Alors, du coup, le candidat Bournazel déplore les lenteurs et puis il reproche aux écologistes leur idéologie qui guide la gestion de la mairie et freine l'usage de sel sans proposer d'alternative. Et donc, il fait sa campagne et il dit, moi, je proposerai des sels végétaux, je cartographierai les zones les plus à risque. Et du coup, l'allié écologiste d'Emmanuel Grégoire s'est défendu. Non, nous ne limitons pas volontairement les actions de salage. Et oui, les équipes sont sur le pont. Et donc, on a eu au droit à un défilé d'images d'équipes sur le pont qui nous ont vraiment raconté que c'était salé. Alors, chacun, ça c'est une image sublime, effectivement, aujourd'hui, du bonhomme de neige. Et quand même, David Béliard, il a rectifié. Il a quand même dit que les pistes cyclables, il avait réussi à faire du vélo, mais que sans verglas, c'était mieux. Et donc, il fallait privilégier le télétravail. Honnêtement, oui, il y a une atmosphère assez festive. C'est vrai que vous marchez dans les rues de Paris, vous recevez un peu des boules de neige dans le dos, ça fait pas toujours plaisir, mais c'est sympathique. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des accidents et qu'il faut en tenir compte. Et je voudrais qu'on regarde ensemble cette photo que le Parisien a publiée aujourd'hui. C'est comment marcher dans la neige. Oui. Comme un pingouin, avec les bras écartés, les jambes écartées et le buste en avant. Mais croyez-vous, c'est pas Paris, c'est pas la France qui propose ça, c'est la sécurité régionale de Montréal. Où là, il y a de la neige. Beaucoup de neige. Beaucoup de neige. Mais ce que ça veut dire quand même que, et c'est de janvier, donc c'est là, c'est donc à Montréal aussi, on est obligé d'accompagner les piétons pour leur donner quelques conseils. Donc, c'est vrai que ça pose globalement la question de la responsabilité individuelle. On doit s'équiper, on doit faire attention. Je rappelle la règle, les gardiens d'immeubles, les responsables, les commerçants doivent déblayer, sont responsables, ils doivent déblayer devant leur vitrine ou devant leur façade.
Mais il faut faire attention, effectivement. Et c'est vrai que on est un peu émerveillé. Mais malgré tout, on doit être beaucoup plus vigilant que quand on est à la montagne et qu'on est équipé comme si on allait faire du sport. Ça rassure quand même de voir que l'État nounou existe aussi ailleurs. Mais moi j'étais surprise. Je parle de Montréal. Mais oui, moi j'étais surprise. Je pensais qu'en fait je regardais et je me suis dit mais en fait on nous explique comment il faut marcher. Ben non, à Montréal aussi. Bon, je sais que vous allez trouver toutes ces polémiques un peu vulgaires, David. Alors on a trouvé avec Charlotte Sauvager un poème inspiré de Jean Richepin, que je vous suggère, là, que je vous récite. Ô neige, ô blanche neige, ô douce neige, tu viens calmer la terre et reposer le ciel. Et l'homme, en te voyant, se sent meilleur et fraternel. Bon, voilà. Tellement pas. Alors, je proteste. Alors, ça, c'est pour essayer de sortir de la polémique neige et de parler, de fraternité, par exemple, avec nos frères et nos sœurs iraniennes. Ah, ça, c'est ça. Il y a plusieurs niveaux de polémique. C'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la préparation. Ouais. Ce qui stupéfie d'une manière générale, c'est à quel point on a besoin d'être pris en main, d'être C'est ça la question. 7 Français sur 10 estiment que le pays n'est pas préparé à la neige. Mais préparez-vous, vous. C'est pas l'État qui a besoin de se préparer. Il y a des trucs simples, quoi, dans la vie, quand même. Ça glisse dehors, on retient papa, maman, etc. On fait attention aux enfants. Éventuellement, on les envoie pas à l'école. On va pas travailler. On télétravaille. Enfin, c'est du domaine de la responsabilité personnelle. Qu'est-ce que vous allez nous coller l'État dans ce truc-là? L'été, c'est la chaleur. L'hiver, c'est la neige. Enfin, je sais pas, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, quoi. Voilà. Oui, non, ça, je suis tout à fait d'accord. Après, personnellement, je déteste la neige. Non mais je déteste ces 3 derniers jours ont été un long cauchemar pour moi. Je n'en peux plus. En plus, je préfère encore la gadoue qui nous attend plutôt que la neige. Ça glisse. Je peux pas courir. Ça me met d'une humeur exécrable. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise? Par contre, non, j'ai pas besoin. Alors là, je rejoins mes camarades. Ça glisse, la neige, ça glisse. Ça m'exaspère. Oui. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que c'est beaucoup moins salé que les autres années. Ça, c'est quand même une réalité. Là, même, j'ai été surprise. Parce que sentais le sable, parce que c'est pas juste du sable, c'est du sablage sous nos chaussures. Là, pas du tout. Et ça m'exaspère parce que je pense aux personnes âgées. Et le fait de continuer à entendre, vous pouvez encore faire du vélo, je trouve ça quasi criminel parce que non, on fait pas du vélo sur du verglas pour des raisons de sécurité, pour éviter d'engorger les urgences. Et là encore, on tombe sur la responsabilité individuelle. Peut-être surtout, laisser chacun en juger. Mais enfin, de même que les mots d'ordre, il fait froid, couvrez-vous. Oui, mais il fait chaud, mettez-vous au frais. Quand vous avez la mairie de Paris en disant, essayez quand même de faire du vélo et que les urgences sont engorgées après, non, c'est pas bien. Là, il y a une responsabilité politique. Un type qui me demande de me jeter d'une falaise de 30 mètres, je ne l'écoute pas. Non, mais on est tous responsables de nos actes, on doit s'équiper, on doit vivre avec. Mais on peut détester il y a 2 ou 3 choses qu'il faut que la mairie et l'État nous servent. On paye des impôts et ça c'est aussi pour des moments où il y a de la neige. Je suis désolée. Pascal, votre parti pris économique à propos d'impôts. Alors, sous l'impulsion de la France, tous les pays du monde ou presque avaient réussi à se mettre d'accord sur un impôt sur les bénéfices minimum. Et voilà que Trump sort de l'impôt minimum mondial. Enfin, il y échappe. Il y échappe provisoirement. Et c'est une opération, c'est pas une petite opération. C'est une opération à 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars de surtaxe, donc, que les multinationales américaines ne paieront pas à des gouvernements non américains. Pour bien comprendre, il faut partir du départ. En 2021, il y a un accord sous la signature de l'OCDE, avec le blanc-seing de l'OCDE, 140 pays, qui crée un taux d'imposition minimum, ça on en a beaucoup parlé, taux d'imposition minimum effectif de 15% pour les multinationales. Donc sont concernés les multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros et l'impôt taxe les bénéfices. Souvent, ce sont des entreprises qui font des bénéfices. L'idée, c'est quoi à l'époque, et c'est plutôt une bonne idée que je défendrais, c'est d'éviter la fuite des bénéfices vers les paradis fiscaux. Le mode d'emploi de cet impôt était extrêmement simple. Un pays qui avait un taux d'imposition inférieur à 15% pouvait percevoir l'écart entre son taux d'imposition et ces 15%. Donc, l'entreprise se trouvait taxée, si vous voulez, à minima, taxation effective à 15%. Un pays pouvait même prendre une fraction de l'impôt manquant pour une entreprise américaine qui disposerait d'une filiale sur son territoire, mettons la France ou l'Espagne, quand les bénéfices de la même entreprise étaient localisés
dans un paradis fiscal aux îles Caïmans, par exemple. C'est-à-dire qu'on pouvait aller prendre, si vous voulez, dans la caisse un peu cachée. Comme une forme de coopération que vous-même avez saluée, oui. Absolument. Les pays signataires proposaient une formule fiscale donc extraterritoriale pour éviter le coulage, pour éviter accessoirement une concurrence fiscale qui était déloyale. Et puis en juin dernier, patatras, comme vous dites, ça n'est pas une réunion de l'OCDE cette fois-ci, mais du G7, l'accord est partiellement détricoté. Les multinationales américaines ne sont plus concernées, c'est-à-dire l'Amérique sort de cet accord, d'abord, alors peut-être pour de bonnes raisons, parce qu'il y a déjà un impôt fédéral minimum à 15% aux États-Unis, et puis parce qu'il y a des conventions fiscales internationales qui sont proches, pour les entreprises américaines installées à l'étranger, qui sont proches des 15%. Alors, quand je vous disais une affaire à 100 milliards d'euros, l'accord fait en sorte que ces 100 milliards soient en fait payés au fisc américain. C'est ça la subtilité. Plutôt au fisc américain, c'est une victoire de Trump de ce point de vue. C'est du nationalisme fiscal et ça peut se comprendre. Il défend ses intérêts. On peut pas le blâmer. Ces 100 milliards seront payés au fisc américain. Il en fera ce qu'il voudra, pourra le redistribuer éventuellement, et pas au fisc français, espagnol ou allemand. Le principe donc fiscal qui est retenu, c'est celui de la souveraineté. Chacun est maître chez lui. Alors, ça ne signifie pas pour autant que les problèmes sont réglés, qu'il n'y aura plus de coulage fiscal. La contrepartie de l'accord, c'est que les États-Unis se sont engagés à convertir les paradis fiscaux à un taux d'impôt minimum. Autant convertir un alcoolique à l'apéro. C'est un peu la même chose, hein. Rien n'est clair, donc pas davantage la politique fiscale des États-Unis. Rien n'empêchera demain Donald Trump de baisser l'impôt sur les sociétés. Ça ne concerne absolument pas l'accord. Et donc d'attirer, de siphonner les forces économiques et industrielles européennes, comme il le fait d'ailleurs déjà avec les Allemands, ne serait-ce que pour les attirer chez lui. Donc vous résumez, impôt faible aux États-Unis, plus prix de l'énergie faible, égale attrape-tout. La chasse est ouverte. Et décidément, un Donald Trump allergique à toute forme de multilatéralisme. Oui, absolument, y compris dans le domaine fiscal. Seule sa règle à lui compte, quoi. C'est la seule qui est valable. Pour rappeler les mois et les années, je parlais de Pascal de Saint-Amand, le Français qui était patron à l'époque de l'OCDE, pas patron, mais qui s'occupait de ce dossier à l'OCDE, des mois, des années de négociations avec cet impôt minimum qui, 15%, beaucoup avaient dit d'ailleurs, c'est trop faible, mais c'était déjà une révolution internationale. Oui, alors c'est très, d'ailleurs, voilà, les États-Unis ont un point de vue très asymétrique, par exemple. Là, ils récupèrent la souveraineté fiscale. Il n'y a plus d'extraterritorialité. En revanche, quand il s'agit du droit américain, lui, il est extraterritorial. C'est-à-dire, dans une entreprise, vous avez une relation, une filiale américaine, vous dépendez du droit américain et vous devez répondre, vous êtes justiciable devant un tribunal américain. Donc c'est totalement asymétrique. Abnous, votre parti pris international, vous vous intéressez à Berlin et à la résurgence, alors rien à voir avec les années 70, non. Heureusement, mais à la résurgence d'une extrême gauche qui s'est livrée à un sabotage qui a mis 100 000 personnes sans électricité pendant très longtemps. Oui, c'était ahurissant, c'était samedi 3 janvier dernier, au matin, Berlin s'est réveillé dans une espèce de cauchemar hivernal qui n'était pas dû à la température, mais à un incendie criminel, minutieusement orchestré sur un pont enjambant le canal de Teltow, dans le quartier de Lichterfeld, dans le sud-ouest de Berlin. C'est les quartiers les plus aisés, j'y reviendrai. Et donc cet incendie a sectionné plusieurs câbles haute tension alimentant une centrale thermique à gaz. Donc résultat, 45 000 foyers, 2200 entreprises plongées dans l'obscurité, privées d'électricité, de chauffage urbain, d'eau chaude et d'internet, alors que les températures chutaient à moins 6 degrés. Alors, ça a duré longtemps, médias, je crois, hein. Alors c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. D'après les médias allemands, c'est cette panne industrielle la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça a affecté 100 000 personnes, comme vous l'avez dit, contraint à la fermeture de 19 écoles, perturbé le fonctionnement des hôpitaux, des transports ferroviaires. L'armée a été mobilisée pour pouvoir installer des générateurs et distribuer des repas, puisque il y a plus d'eau, il y a plus d'électricité, on peut plus manger chaud. Et donc la ville a évidemment décrété l'état d'urgence. Mais alors, ce qui distingue cet événement évidemment d'une panne, ça peut arriver, c'est la revendication assumée du Vulkangruppe, donc le groupe Volcan, c'est une organisation anarchiste d'extrême gauche qui sévit depuis 2011 et qui mène une campagne de sabotage contre les infrastructures
énergétique et numérique de Berlin et du Brandebourg au nom de la lutte contre le changement climatique et le capitalisme fossile. C'est comme le capitalisme, le fossile en plus. Alors j'ai regardé depuis 2011 et on sent une progression et c'est ça qui rend la chose inquiétante. Entre 2011 et 2018, c'était le temps des sabotages localisés des cibles secondaires, conduits de câbles, installations radio, comme s'ils faisaient un entraînement pour voir à quel point ils maîtrisaient. Entre 2018 et 2021, c'est des cibles critiques comme des ponts. Il y a un pont qui a failli s'effondrer avec des explosifs, et les chantiers Tesla. Et là, c'est le lancement de l'obsession Tesla, puisqu'entre 2024 et 2025, ils ont attaqué 2 usines Tesla, et ça a été avec plusieurs millions d'euros de dégâts, jusqu'à ce dernier sabotage massif en plein hiver, et qui a eu une conséquence humanitaire réelle. Alors, moi, c'est quand même... il y a une chose qui est inquiétante, c'est la connaissance technique de ce groupe. C'est que quand même, pour réussir un coup pareil, c'est qu'il fallait connaître le réseau électrique berlinois, le tracé précis des câbles, les points vulnérables. Et d'ailleurs, visiblement, on a expliqué que c'était disponible sur Internet, donc il faudrait peut-être un problème de sécurité aussi. Et puis, moi, c'est le choix des cibles. Et là, j'ai un vrai problème. Alors, c'est vraiment là mon fond humaniste réel qui ressort. C'est que, donc, comme c'est les quartiers aisés, comme je vous disais, dans leur lettre de revendication, les membres du Vulcon Groupe déclarent avoir, je cite, une compassion limitée pour ces quartiers riches, tout en présentant des excuses des résidents des quartiers moins aisés, également affectés par la panne. Donc, au fait, je vais le faire très très familièrement. T'es riche, va crever. Alors qu'importe que tu sois malade, tu peux être quelqu'un de bien ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, c'est pas le portefeuille qui fait la qualité humaine, c'est hallucinant. Mais alors, comme ça continue, alors ils ont continué à sortir des textes qui, comme d'habitude, à l'extrême gauche, n'ont aucun sens, en disant nous ne voulions pas toucher les humains, mais les infrastructures. Faire péter un câble, de 300 mètres de câble souterrain en plein hiver avec le gel, sachant qu'il faudrait minimum 6 jours, vu leur connaissance, pour réparer. Non, on voulait pas toucher les humains. Alors, ils sont allés encore plus loin, c'est extraordinaire. Ils ont quand même dit, oui, on pensait que ça serait réparé beaucoup plus vite. C'est pas de leur faute. Eux, ils pensaient que ça allait être réparé en 24 heures. Donc, en fait, voilà, c'est les autres qui n'ont pas su réparer à temps. Et là, le summum, c'est la déclaration du mercredi 7 janvier, puisque ça ne prenait pas. Le groupe reconnaît que l'impact sur les personnes vulnérables, personnes âgées, enfants malades, n'était pas accidentel, quand même. Il était temps, mais assume que leur attaque visait l'infrastructure, pas les individus. Non mais, on est quand même dans un espèce de moment de pur cynisme. Vous coupez l'électricité et le chauffage à 100 000 personnes, vous mettez inévitablement des vies en danger, mais ce qui comptait, c'était l'intention, vous voulez attaquer les infrastructures. Mais ce groupe, il est connu, identifié... Mais je dis depuis 2011, mais c'était des petits, mais ils montent en puissance. Et là, c'est vraiment leur coup spectaculaire, est tellement spectaculaire que le procureur fédéral allemand, qui est compétent en matière d'antiterrorisme, a annoncé se saisir de l'enquête sur la base de chefs d'inculpation, incluant l'appartenance à une organisation terroriste, le sabotage anticonstitutionnel, l'incendie criminel et la perturbation des services publics. Donc cette décision, alors là, ça y est, il passe dans une autre catégorie. C'est plus un groupe de militants écolos radical, c'est que organisation terroriste, il rentre dans les mêmes catégories que les réseaux djihadistes ou l'extrême droite. Et donc là, il va avoir pour la première fois des moyens policiers et juridiques conséquents pour réussir à attraper au moins les décisionnaires. Et moi, dans ce groupe-là, il y a quand même beaucoup de choses. Vous voyez cette espèce de méfiance maintenant qui est devenue viscérale envers la démocratie représentative qui est pas capable de juguler le changement climatique. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même le fantôme des années 70 de Baader-Meinhof, il y a cette culture d'action directe en Allemagne. Dans les années 80, vous avez les autonomes aussi, antifascistes, Joschka etc. Fischer, ministre, faisait partie. Et il y a quand même cette culture-là, vous voyez, de la gauche radicale qui veut, notamment à Berlin, qui veut passer. Et puis vous savez, cette manière de continuer à utiliser le terme capitaliste en le collant fossile. Je regardais des textes de l'année noire, qui était l'année 1977 de la bande terroriste Baader-Meinhof. Il y avait capitaliste à toutes les sauces. Et là, vous avez un nouveau capitaliste, c'est le fossile. Et moi, la seule question, c'est que visiblement, c'est un groupe qui est éclaté. Donc vous allez peut-être attraper 2-3
personnes, mais que c'est des mouvements maintenant grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'on arrive à s'organiser autrement et que vous n'allez pas arriver dans un sous-sol et tomber sur tout le monde réuni et tous les coffrets. C'est que vu la progression depuis 2011, je me dis qu'est-ce que ça va être le coup suivant, parce que pour l'instant il n'y a pas eu d'attaque directe contre en gros à la Bader-Meinhof d'aller tuer des gens et ceux qu'on considère comme responsables du changement climatique. Et je sais pas pourquoi en lisant leurs textes et tout, je sentais que la prochaine étape ça serait ça. Et avec la montée de l'AfD qui est vraiment un parti néo-nazi, ça avec la tradition spartakiste, les Rosa Luxembourg qui pensaient sérieusement que si les nazis arrivaient au pouvoir, c'était l'occasion pour la gauche de enfin gagner. Tout ça fait un boogie-booga d'extrême qui sent très mauvais pour l'Allemagne. Mais juste un mot, c'est que ça a été l'occasion aussi de cambriolage, parce que du coup, il n'y avait pas de surveillance, et cette panne d'électricité, il y a eu des homejacking, parce que c'était des quartiers riches. Donc il y a vraiment eu un passage dans une capitale. Ça a bien secoué l'Allemagne. 5 jours, 5 jours très difficiles. A priori, c'est rétabli demain. Voilà, dans la capitale d'un grand pays européen, qui a vraiment une question de sécurité à revoir, quand même aussi. C'est sûr. Merci à vous trois pour ces partis pris.